tout le monde, j'essaie de vous poser. Non, ça va pas le faire. Si. Bonjour tout le monde. Bon, c'était un lieu un peu particulier pour vous reprendre en vlog. Ce vlog va être un peu, je vous l'introduis, je vous préviens tout de suite, il va être assez particulier puisque je suis partie en vacances. Et que du coup, comme je le disais sur Instagram, il n'y aura pas de vlog pendant 2 semaines, mais par contre je vais essayer de filmer plein de petits bouts de moments et je vais vous faire un espèce de condensé. Donc si c'est trop long, je ferai 2 vlogs, sinon j'en ferai qu'un seul. Du coup sur mes lectures, alors pour le moment j'ai pas eu trop de temps de lire, je vous avoue, parce qu'on a été beaucoup en famille. On est entre l'Anjou et la Bretagne. Là, on est actuellement près de la forêt de Brocéliande, pour celles et ceux qui connaissent. Du coup, là, on vient de faire une petite balade. Mais comme je suis à 7 mois de grossesse, en plein dans le 7e mois, je vous avoue que je ne peux pas non plus partir pour des heures entières. Du coup, je suis retournée au camion et bien entendu j'avais pris de quoi faire avec moi en les attendant, du coup en attendant qu'ils finissent tous la balade. Je ne vous ai pas parlé de mon retour sur Labyrinthe de Franck Tillier. J'ai pas fait mon post en fait, pour tout vous dire. J'ai reçu les ENC de la part de Flav Édition il y a un moment, et là j'attends du coup qu'il m'envoie la version définitive pour pouvoir vous faire le post, enfin pouvoir faire la photo et le post du coup sur Instagram. Qu'est-ce que j'ai pensé de de ce roman? Alors c'est vrai que ça fait quand même quelques jours que je l'ai déjà terminé, ça fait bien 5-6 jours que je l'ai terminé. Du coup j'ai plus tout en tête, mais en gros on ouvre le roman avec Camille, qui est une flic et qui est dans une espèce d'hôpital psychiatrique, et qui doit faire parler une personne, une jeune femme qui a été retrouvée dans la forêt près d'un cadavre. Et du coup le médecin lui annonce que malheureusement cette jeune femme ne se souvient plus de rien. Elle a une amnésie totale de tout ce qui s'est passé avant aujourd'hui. Mais en fait il va dire à Camille que avant d'être dans l'amnésie totale, il lui a raconté toute l'histoire. Et du coup, le roman, c'est le médecin qui raconte un peu l'histoire de... Alors, il dit pas... qui raconte l'histoire, c'est-à-dire qu'on a l'histoire, mais il dit pas il était une fois... C'est juste, voilà, il y a l'histoire, quoi. Mais du coup, l'histoire qui est racontée par le docteur à la flic, à Camille. Et en fait, on va suivre trois personnages dans mon souvenir. Il y a... du coup, alors j'espère, je suis désolée si je me trompe, je vous remettrai un peu les petites infos dans la vidéo. Il y a Véronique ou Véronica, je ne sais plus, qui est du coup, qui souffre d'hypersensibilité aux ondes, et qui du coup est obligée de se réfugier dans un village, dans un hameau, dite zone blanche. Il y a le personnage de Julie ou Julia, je ne sais plus, qui elle est séquestrée par un romancier. Il y a le personnage de... mince, c'est quoi le... Il y a ces deux personnes... Et ah si, il y a le personnage aussi de je ne sais plus comment elle s'appelle, qui est journaliste un peu, et qui traite un petit peu tout ce qui est fait divers. Enfin, il y a plusieurs personnages féminins comme ça, et en fait on va les suivre. Chaque chapitre du coup porte leur prénom. Et est-ce que chaque chapitre porte leur prénom? Non, mais c'est une catastrophe, moi quand je fais pas mes retours directs, c'est un peu la folie. Mais en tout cas, on va suivre plusieurs personnages féminins. Donc la journaliste, la nana séquestrée, l'autre qui est du coup sensible aux ondes. Je crois qu'il y en a une 4e, il y a une romancière aussi, enfin bref. Et du coup, on ne comprend absolument pas. C'est-à-dire que petit à petit, en fait, comme d'hab, hein, avec Franck Tillier, de toute façon, Franck Tillier a fait du grand Franck Tillier, c'est-à-dire que comme d'hab, il tire les fils, c'est comme une grosse toile d'araignée où il y a plein de ramifications, et on se dit, oh là là, mais il va où, il va où, il va où, il va où, et à la fin, tout se rejoint et on comprend enfin, et c'est genre le voile qui se lève d'un coup sur tout ce qu'on a lu, et c'est assez impressionnant, parce qu'il arrive à nous laisser complètement dans l'inconnu, dans le flou total. Pour autant, on se dit pas, non mais vas-y, c'est bon, ça me saoule, je le mets de côté, j'en ai marre, je comprends rien. Parce qu'en fait, on sait qu'à un moment, on va comprendre, et on sait que Tillier met tout ça en place pour qu'à la fin, on ait le fameux effet waouh de Franck Tillier. Et ça marche. Par contre,
Par contre, c'est trash. C'est-à-dire que c'est la première fois en lisant Franck Tillet que je suis prise de nausées, où vraiment là j'ai eu envie de lui dire waouh, stop, arrête, laisse-nous un peu respirer là, parce que là c'est beaucoup trop. Puisqu'il est question, je vais juste vous dire ça et je vais pas vous en dire plus, parce que comme tous les Tillet, si on en dit trop après ça gâche un peu tout, mais en gros il est question un peu de dépeçage de corps de femmes en fait, où du coup on leur retire la peau à certains endroits pour en faire des œuvres artistiques, etc. Enfin, il y a ça, et en même temps c'est tout un mélange de fluide corporel aussi. Enfin voilà, je vous laisse un peu imaginer, je vais pas non plus rentrer dans le détail. Je pense que quand je parle de fluide corporel, vous comprenez de quoi il en retourne. Mais en tout cas, je l'ai trouvé vraiment très 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 trash par rapport aux autres. Et c'est la première fois vraiment que je suis prise à ce point-là, aux tripes. Et où vraiment je me dis non, là je peux pas continuer, il me faut une pause, il faut que je lise autre chose. Là c'est pas possible, je vais pas pouvoir aller jusqu'au bout. Mais en même temps, comme d'hab, on le lit en 2-3 jours parce qu'on est tellement pris par... Donc ce que je dirais en conclusion, c'est que c'est du grand Franck Tillet, comme d'hab, en plus trash, pour ma part, avec, voilà, tout ce qu'on attend de Franck Tillet, le mystère, l'effet waouh, l'effet ah mais non, c'était ça, et on se dit enfin voilà, bref, c'est ouf. Et si, il est question de schizophrénie aussi, ça je peux vous le dire, parce qu'on le comprend très rapidement, même dès le début. Donc franchement, enfin voilà, pour les amateurs de Franck Tillet, allez-y. Pour les gens qui découvrent le milieu du thriller, je vous dirais n'y allez pas. Commencez par autre chose, par d'autres Franck Tillet, par Puzzle par exemple, ou par Pandemia, ce genre de choses. Mais ne commencez pas par Labyrinthe, parce que ça va être beaucoup trop trash pour vous. Mais par contre voilà, en fait le job est fait, il est là, c'est du Franck Tillet comme on l'aime, et il ne nous déçoit pas. Voilà, je suis en lecture commune sur 3 de Valérie Perrin, que j'ai pris à la bibliothèque, et lors du dernier live, Manon m'a dit « Ah mais t'as 3 dans ta palle, vas-y on le lit ». J'en suis page 128. Comme je vous disais, on est en famille, du coup je lis un peu par 15-20 minutes, parce que forcément je suis pas mal interrompue, puis j'ai envie d'être avec eux, hein, mine de rien, quand même. Et du coup, mais là, après la vidéo, je vais me mettre à l'arrière du camion et je vais me caler, je vais essayer de lire quelques pages quand même. On suit du coup 3 enfants qui sont Nina, Étienne et Adrien, qui en fait sont ensemble à l'école et qui forment un trio très soudé, très affectueux l'un envers l'autre. C'est vraiment... c'est un peu les 3 mousquetaires qui se kiffent à la vie, à la mort, échange de sang, petites gouttes de sang au bout du doigt, jamais, enfin voilà, ils se promettent que jamais ils se quitteront, qu'ils sont tout le temps ensemble et tout, et dès qu'il y en a un qui va pas bien, les autres vont pas bien, dès qu'il y en a un qui est attaqué, l'autre les défend. Enfin c'est vraiment voilà, une équipe, un trio soudé, qui sont issus de 3 milieux complètement différents. Nina est élevée par son grand-père, Adrien est élevé par sa mère, Étienne lui est plutôt issu d'une famille assez aisée, il a ses 2 parents et sa sœur Louise. Et en fait on oscille entre du coup les années 80, leur primaire, le collège, le lycée, et aujourd'hui en fait, où on retrouve Nina, qui est du coup responsable d'un refuge pour animaux. Et pour le moment, c'est le tout début. Donc on sait ce que Nina est devenue. On comprend rapidement qu'elle n'est plus en contact avec Adrien et Étienne. Pour autant, on ne sait pas ce qu'Adrien et Étienne sont devenus. On va bientôt le savoir. Et tout ça sous couvert d'une voiture qui est retrouvée donc de nos jours, ou dans les années 2017, dans un lac, et il semblerait qu'à l'intérieur il y ait un corps qui a été retrouvé, mais on ne sait pas le corps de qui il s'agit. Voilà, donc franchement pour le moment, c'est mon premier Valérie Perrin, j'accroche vraiment beaucoup avec l'écriture. C'est ce que je disais maintenant, je trouve que c'est un peu du Balzac contemporain, c'est-à-dire qu'on n'a pas juste Nina était une collégienne, c'est
Nina était une collégienne, et puis hop, derrière, on va décrire des odeurs, on va décrire des aspects de sa personnalité, on va décrire son physique, on va décrire ses aspirations, on va décrire ce qu'elle aime, ce qu'elle déteste, ce qu'elle ressent. Enfin, c'est vraiment, on sent qu'il y a un travail sur les personnages qui est vraiment poussé à son paroxysme, et ça se ressent, et ça fait plaisir, et du coup, ça fait qu'on s'attache et qu'on les voit, ces trois enfants, Adrien, Nina et Étienne, on les voit, et c'est nos potes de collège, et c'est nos potes de primaire, et c'est nos potes de lycée, et on les suit comme ça dans leur vie, et il y a non, franchement, il y a une construction narrative qui est vraiment que j'ai rarement trouvé chez un auteur. Donc franchement, je suis vraiment ravie de cette lecture, et du coup je suis même frustrée de ne pas pouvoir y passer un peu plus de temps. Et aujourd'hui, normalement commence plutôt la lecture commune de Mama Maria, organisée par Marie de Lucioline Books. J'aimerais bien commencer ce soir. Je l'ai pris avec moi, hein. Je l'ai pris, de toute façon, ma pile à lire des vacances, c'est une catastrophe. J'ai pris énormément de livres, mais parce que voilà, j'avais très envie. Mais du coup, je l'ai avec moi, donc je vais le commencer ce soir. Donc j'ai 2 lectures communes en cours, mais c'est cool en fait, parce que je suis en vacances, je me prends pas trop la tête. Donc voilà, je suis ravie. Publication Instagram, je vais essayer d'en faire quelques-unes. Enfin, je vais essayer d'en faire en tout cas avec mes lectures terminées. Et je vais essayer aussi de vous faire quelques stories que je fais déjà, mais histoire d'être un petit peu présente. Voilà pour ce petit passage de 11 minutes qui fut long. Et je vous laisse et je vous reprends un petit peu plus tard. Et bonjour tout le monde. Navré pour la petite voix du matin, il doit être 7h15. On vient de se réveiller, Jerry est parti faire son petit footing, et moi je retrouve Mama Maria de Serena Giuliano, mon premier Serena Giuliano que m'a offert Manon, des lectures de Manon dédicacées. Je sais pas si vous vous souvenez, je vous avais déjà montré. Mais au-delà du livre, ce que je vous montrais aussi, c'est ça. On s'est réveillé ce matin, on est à Perros-Guirec. Et voilà la vue, quoi, avec la lumière. Magnifique. La Bretagne. La Bretagne. Elle m'avait tellement manqué, cette Bretagne. Je suis tellement contente de la retrouver. Donc voilà, je vais essayer de lire un petit peu avant d'aller prendre le petit-déj. J'avais pas de marque-page avec moi hier soir. Du coup, il faut que je retrouve ma page. Mais je crois que je dois être au milieu du livre. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas, c'est un super livre. Je suis très contente de rencontrer cet auteur, Serena Giuliano. On est sur du coup 2 femmes, Maria et Sofia. Donc voilà, on a un chapitre, un coup c'est Maria, un coup c'est Sofia. On est en Italie, on est sur un petit port de pêche, dans un petit village où tout le monde se connaît, tout le monde se retrouve dans le café de Maria, qui est la mama italienne par excellence, qui veut que tout le monde se sente bien, jeunes, vieux, tout le monde, que ce soit les touristes ou les locaux, qui se retrouvent chaque jour pour leur petit café, leur petit granité, leur petite citronnade, leur petit bol de chips. Enfin, ouais, c'est un endroit où vraiment on aimerait passer nos vacances. Et ce que j'aime beaucoup en fait dans ce roman, c'est qu'on part sur cette ambiance ultra italienne, la Dolce Vita, les vacances, le soleil, les citrons, la mer, enfin vraiment la totale, mais sans pour autant partir non plus dans les gros clichés italiens, juste ce qu'il faut. Et on part sur du coup des sujets migratoires avec la découverte chez l'un des petits papis du village d'une maman enceinte et de son fils qui arrive du coup en Italie et qui se cache dans ce village. Donc j'aime beaucoup en fait cette association de fraîcheur acidulée et à la fois de sujets plutôt lourds, et c'est plutôt bien mené. Donc vraiment je suis agréablement surprise par cette lecture, et je vais de ce pas, avec cette vue, m'y remettre, et dans tous les cas je vous reprends plus tard.
Et coucou tout le monde, petit arrêt en bord de mer dans le camion installé pour la nuit avec une super... Ouh, vous devez voir le tournis là. Avec une super vue. On est bien calé et demain matin on prend le bateau direction Ouessant où on a réservé un hôtel pour 3 jours je crois. Je vous reprendrai là-bas du coup pour quelques petits updates lecture. Et bonjour à tous, nous sommes mardi, aujourd'hui on vient d'arriver sur l'île d'Ouessant avec mon chéri. On a pris le ferry ce matin très tôt et on vient de s'installer à l'hôtel qui donne, je vous ferai des images juste après, qui donne sur la mer avec un ciel bleu, le soleil, les mouettes, le bruit des vagues, enfin bref, c'est juste parfait, on décroche complètement. Je suis désolée d'ores et déjà si ça tangue un peu, c'est que je n'ai pas pris mon pied avec moi, du coup vous êtes au bout de mon bras, mais au bout d'un moment je pense que je vais fatiguée, je ferai peut-être une petite pause. Comme on a pris le ferry et que du coup on voulait quand même limiter nos affaires pour les 3 jours à venir, je n'ai pas pris tout mon stock de livres prévus pour ces vacances. Mais j'en ai quand même pris 3. J'ai pris 3 formats poche. J'ai pris La Maison au miroir de Cristina Caboni que je lis dans le cadre du Grand Prix des lecteurs édition Pocket. Également dans le Grand Prix des lecteurs, j'ai pris Sous un grand ciel bleu d'Anna McPartlin et j'ai pris dans le cadre du prix des lectrices Charleston L'amour au temps des éléphants d'Ariane Bois. Et j'ai commencé du coup tout à l'heure La Maison au miroir de Cristina Caboni. Et quand je l'ai commencé tout à l'heure sur la terrasse, mon mec me fait mais je comprends pas, tu lis une seconde fois ce livre, tu l'as déjà lu hier et là tu le relis. Et en fait, il a pas tort, mais c'est vrai que la couverture fait vraiment étrangement penser à Mamma Maria de Serena Giuliano. Et comme c'est ce livre que j'ai lu juste avant celui-ci, c'est vrai que ça y fait penser, et ça y fait penser grandement, d'autant plus que ce livre se passe également en Italie, au sud de Naples, sur la côte. Donc je retrouve l'Italie et c'est top parce que vraiment j'ai été agréablement surprise avec le roman de Serena Giuliano. C'est le premier livre que je lisais de l'autrice, donc que j'ai terminé hier. Je vous mets la couverture juste ici, je ne l'ai pas avec moi comme vous vous en doutez. J'ai fait un post sur Instagram, peut-être que vous l'aurez vu. Et en gros, Mamma Maria, donc du coup c'est mon premier Serena Giuliano que m'a offert pour mon anniversaire Manon, les lectures de Manon. Je l'ai commencé du coup il y a 2 jours, je l'ai fini hier, j'ai passé un excellent moment. On va suivre Maria qui tient un café sur la côte dans un tout petit village. C'est un peu le centre névralgique du village, ce café. C'est la maman italienne par excellence qui a envie de prendre soin de tout le monde, à la fois les habitués, à la fois les vacanciers, les enfants d'un tel, les petits-enfants, enfin vraiment tout le monde, les nouveaux venus, les gens sur le départ, enfin vraiment, vraiment tout le monde. On pousse les portes de ce café et on s'y sent comme chez soi. Elle prend soin de nous et on en sort avec le sourire et la banane. Et du coup donc les chapitres s'intercalent entre le personnage de Maria qui a donc environ 65 ans et Sofia qui est une jeune fille du Cru qui est partie à Paris et qui du coup est revenue, qui est traductrice et qui est revenue vivre dans son village. Donc on suit un petit peu, on va dire, les allées et venues de tout le monde dans ce café avec tout ce qui se passe, les mariages, les naissances, les décès, enfin voilà la vie
la vie d'un petit village. Et on suit également du coup Sophia qui reprend un petit peu tous ses repères dans ce village où vit son cousin, où vivait Nona qui était sa grand-mère décédée, elle vit d'ailleurs dans la maison de sa grand-mère. Voilà un petit peu tout le monde. Et en fait en parallèle on va suivre une autre histoire que je ne vais pas vous révéler ici parce que j'ai envie que vous puissiez la découvrir par vous-même. Mais voilà, pour l'introduire, en fait, un jour, Franco, qui du coup est un petit papy qui vient jouer à la Scopa et prendre son café tous les matins, un matin ne se présente pas au café à 8h30 comme d'habitude. Du coup, c'est un petit peu panique à bord. Et en fait, c'est Sophia qui... C'est Sophia ou c'est... Oui, si, c'est Sophia qui va du coup voir ce qu'il en retourne. Et en fait, elle découvre chez Franco 2 personnes qui ont élu domicile. Voilà, c'est tout ce que je vais vous dire. Qui sont ces personnes? Vous le découvrirez. Mais toujours est-il qu'il y a du coup ces 2 histoires qui vont un peu se mêler, le quotidien du café de Maria et le quotidien de ces 2 personnes. Qui sont-elles? Mais qui en tout cas vont révéler que dans le cœur des Italiens, qui bat à un rythme complètement effréné, il peut aussi y avoir beaucoup de solidarité, beaucoup d'amour quand on sort de leur clan et de cette ambiance de village où tout le monde se connaît, où tout le monde sait tout sur tout le monde et on voit un petit peu les personnes qui arrivent et qui sont extérieures à ce village, on les voit un petit peu d'un mauvais œil. Voilà un petit peu les thématiques de ce roman, mais j'ai adoré, c'est ensoleillé. C'est empreint de beaucoup de beauté, je sais pas comment vous expliquer, mais en tout cas, on a qu'une envie, c'est d'aller tous les matins prendre son café au café de Maria, de prendre son spritz à 19h et d'y passer une partie de la soirée. C'est voilà, cette femme, elle est terriblement affectueuse. Ouais, c'est vraiment la mama italienne, mais en même temps, Serena Giuliano a eu cette intelligence aussi de ne pas non plus pousser le curseur des clichés à son paroxysme, et ça c'est vraiment très appréciable. Donc j'ai vraiment passé un excellent moment de lecture. J'ai Ciao Bella, je crois que c'est ça dans ma palle, donc je pense que ça va être le prochain Serena Giuliano que je lirai, même si vous avez été nombreuses sous mon post Instagram à me conseiller son dernier roman dont j'ai perdu le titre. Je vous mettrai la couverture pareil dans cette vidéo. Et là du coup j'ai commencé donc tout à l'heure, comme je vous le disais, La Maison au Miroir. Je ne vais pas trop vous en dire pour le moment parce que j'en suis vraiment au tout début, j'en suis chapitre 2, donc j'ai lu 40, même pas 40 pages, j'ai lu 30 pages, mais je vous en reparlerai puisque clairement je pense le finir ici, donc je vais pouvoir vous en parler ici. Là, je vais profiter du petit balcon que nous avons. Je vais vous faire quelques images parce que c'est vraiment magnifique. Et je vous reprendrai plus tard, dans tous les cas. Voilà, et ben je vous dis à plus. Je vous prends rapidement, nous sommes aujourd'hui lundi, nouveau début de semaine. Je pense que je vais réussir à vous publier un vlog ce soir ou demain. Là nous sommes du côté de Saumur chez ma belle maman. On part chez mes parents demain matin.
Je voulais revenir rapidement vers vous avec un petit update lecture de La Maison au Miroir de Christina Caboni, édité chez Pocket, que je lis d'ailleurs dans le cadre du Grand Prix des lecteurs Pocket. Qu'est-ce que je vais vous dire sur ce roman? J'ai bien apprécié. On retrouve Milena au sud-ouest de l'Italie sur la côte, qui retrouve son grand-père Michel dans sa grande maison au miroir qui donne directement sur la mer, qui est complètement paysagée avec un jardin absolument magnifique, avec des orangers, des citronniers, enfin la maison de rêve pour passer de super belles vacances. Et en fait ce qui se passe, c'est que lorsque Milena débarque chez son grand-père, elle se rend compte que son grand-père, qui l'a du coup élevée, perd un petit peu la mémoire et un début d'Alzheimer, mais également qu'il le refait faire au fond de son jardin un muret, et que les ouvriers, en refaisant le muret, découvrent au fond d'un puits, une sorte de puits, d'un gros trou, un squelette. Et du coup la question c'est qui est ce squelette? Et du coup il y a un policier italien qui va être mis sur le coup, et ce qui va nous permettre de remonter dans le passé et d'aller à la rencontre de Eva, qui était du coup la grand-mère de Milena, mais Milena ne l'a jamais connue puisque sa grand-mère a quitté son grand-père au moment où la maman de Milena était toute petite. Et en gros, dans l'histoire de Milena, donc il y a sa maman, son grand-père Michel, sa grand-mère Eva, donc Michel qui l'a élevée, Eva qu'elle n'a jamais connue, et sa maman qu'elle n'a jamais connue, qui est décédée aussi prématurément, enfin qu'elle n'a jamais connue. Elle était toute petite, elle en a très peu de souvenirs. Et ce qui se passe en fait, c'est que Milena va osciller comme ça entre le présent, cette histoire de squelette, et le passé, où elle va essayer un petit peu de remonter, de comprendre qui était sa grand-mère, et potentiellement du coup quel pourrait être le lien entre cette grand-mère disparue et le squelette découvert au fond du jardin. J'ai bien aimé la lecture, cependant j'ai trouvé qu'à certains moments c'était un peu alambiqué, c'était pas forcément super bien construit, c'était un petit peu lassant, on avait envie que ça avance un peu plus vite. Disons que l'histoire est là, la base de l'histoire est là, est plutôt intéressante avec cette histoire de squelette, mais j'ai trouvé quelques incohérences, quelques raccourcis. J'ai trouvé aussi beaucoup de maladresse dans l'utilisation des mots, dans les formules de phrases aussi, qui parfois étaient un peu enfantines, un peu raccourcies. Alors la question c'est, est-ce que ça vient de la traduction ou est-ce que ça vient du texte original? Je ne sais pas. Toujours est-il que ouais, j'y ai trouvé beaucoup de maladresse, même si clairement j'ai passé un excellent moment. Je suis toujours dans 3 de Valérie Perrin. Je sais pas si vous vous souvenez, on a passé 3 jours sur l'île d'Ouessant et je n'ai pas pu du coup l'embarquer avec moi. Du coup je l'avais laissé à la maison et il me reste une centaine de pages. Clairement c'est un gros coup de cœur. Je vous en reparlerai quand j'aurai terminé le livre. Mais pour moi, c'est un immense coup de cœur. J'ai vraiment rencontré une auteure là, vraiment Valérie Perrin, que je ne connaissais pas. Je regrette du coup de ne pas l'avoir découverte plus tôt. Parce que pour moi, vraiment, enfin, c'est super plaisant de retrouver une auteure avec laquelle on passe un excellent moment, dont l'histoire est incroyable, qui prend le temps de saisir ses personnages, de les décrire et de leur créer une véritable histoire, de vraies racines, et d'avoir ouais, une histoire qui est complètement dingue, qui est belle, qui est humaine, qui est sociale, qui est prenante, qui est bouleversante. Et franchement, c'est un vrai coup de cœur, et je comprends pourquoi Marie de Lucioline Books a adoré ce roman et n'a pas arrêté de dire « Ah là là, le livre poche sort, faut absolument lire, faut absolument lire, faut absolument lire ». L'histoire est incroyable et je suis vraiment contente en fait d'avoir rencontré une nouvelle autrice et de la mettre sur ma liste des auteurs à suivre, à lire. Et voilà, donc j'ai pas mal de lectures à rattraper sur voilà, Valérie Perrin, puisque c'était mon premier roman de cette autrice.
Voilà, donc je vous reprendrai avec un update sur 3 de Valérie Perrin. Je le lisais en lecture commune avec plusieurs personnes, dont Marie ma jolie Bibli et Manon, les lectures de Manon. Je crois que Manon, il est resté une centaine de pages. Marie a déjà terminé, mais voilà, je reviens là-dessus demain ou après-demain. Et bonjour tout le monde, je suis en train de finaliser le montage de ce vlog et je n'avais pas de séquence pour le conclure, mais c'est surtout que j'avais 2-3 petites choses à vous dire puisque je suis en cours de lecture. Du coup je voulais rapidement vous présenter ma lecture en cours, mais également 2 livres que j'ai trouvés pendant mes vacances. Alors autant vous dire que j'ai été super raisonnable. Je pensais faire plein d'Emmaüs, je pensais faire plein de librairies, je pensais faire plein de boîtes à livres, puisqu'on a pas mal vadrouillé, mais au final j'ai été somme toute extrêmement raisonnable, et heureusement, parce que quand je suis rentrée, peut-être que vous l'avez d'ores et déjà vu, l'unboxing spécial retour de vacances, mais j'avais plein de livres dans ma boîte aux lettres, j'en avais une dizaine, donc franchement je suis contente de ne pas avoir craqué pendant ces vacances, parce que vraiment là j'ai de la lecture qui m'attend en pagaille. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre par rapport à ça? Non, bah, du coup c'est tout. J'espère en tout cas que ce petit vlog de vacances vous aura plu. Bon bah vous l'aurez vu précédemment, hein, c'était un peu on va dire enfin un peu alambiqué, dans le sens où j'essayais de vous prendre quand j'étais un peu tranquille pour vous faire des updates lecture, mais en même temps j'arrivais pas à filmer les suivis de lecture, etc. Donc bref, j'espère que quand même ça l'aura fait, ça vous aura donné un petit aperçu de mes lectures de vacances. Clairement j'avais pris une pile beaucoup trop grande pour mes vacances, je pensais lire beaucoup plus, et au final entre la famille, les moments avec mon chéri, les vadrouilles et tout, j'ai pas forcément pu lire autant que je le souhaitais, mais bon c'est pas grave, hein, c'est aussi les vacances, on fait tout autre chose, donc là je suis bien contente puisque je vais retrouver un petit rythme somme toute très sympathique de lecture. Alors les livres que j'ai trouvés pendant ces vacances, il y en a 2. Le premier, je l'ai trouvé au Emmaüs de Saumur. Alors c'est pas le Emmaüs en Anjou qui propose le plus de livres top. Vraiment, si vous habitez en Anjou, si vous êtes dans ce coin-là, je vous conseille l'Emmaüs de Saint-Jean-de-Lignières, qui est, mais en termes de livres, un truc de folie. La dernière fois que j'y suis allée, mais j'avais trouvé une dizaine de livres, en plus des parutions récentes. Enfin franchement, si vous n'êtes pas loin, je vous le conseille vraiment fortement. Là non, je l'ai trouvé donc du coup au Emmaüs de Saumur. Alors si, quand même, ce qu'il faut dire, c'est qu'au Emmaüs de Saumur, il y avait presque la collection entière des Outlander, mais pas la version poche, l'autre version éditée aux Presses de la Cité, je crois. J'en ai 4 déjà de cette collection, ils étaient à 1€ pièce, donc clairement j'aurais pu me faire toute la collection pour 6 balles quoi. Et j'étais devant, mon mec m'attendait dans la voiture, j'étais là, non mais il va me voir débarquer avec tous les Outlander, je sens que ça va pas le faire, je sens que ça va pas le faire. Puis je me suis dit, allez vas-y réfléchis, est-ce que tu vas les lire? Est-ce que oui, c'est une collection, c'est top, t'adores Outlander, t'as regardé la série 20 fois, t'as commencé à lire les livres mais t'as pas continué, c'est quand même une saga assez mastoc, chaque tome est assez... Enfin voilà, c'est un bon petit pavé, il y a gavé de tomes, est-ce que vraiment tu vas les lire? Puis mis tout bout à bout, voilà, la conclusion ça a été soit raisonnable, et du coup je ne les ai pas pris. Et alors, faut quand même que je vous raconte. Donc je sors du Emmaüs de Saumur, je rentre du coup dans la voiture et je dis à mon mec, franchement j'ai été raisonnable, j'ai acheté un seul livre. Donc j'avais juste trouvé un seul livre et un livre et un t-shirt blanc tout bête pour mon fiston. Et je lui dis, tu sais quoi, j'ai été super raisonnable, mais il faut que je te raconte, tu vas être fière de moi. J'avais vu la collection entière des Outlander pour compléter celle que j'avais, 1€ le tome. Et franchement, je me suis dit, non Laura, sois raisonnable, prends pas. Et là, je vous le donne en 1000. Qu'est-ce qu'il me répond? Mais t'es trop bête, t'aurais dû les prendre. Là, j'ai rien, mais tu te fous de moi. C'est-à-dire là, je suis en train de te dire
qu'il faut que tu me félicites parce que t'arrêtes pas de me dire que j'achète trop de livres, que je reçois trop de livres et qu'il faut qu'à un moment j'arrête là. Et là, je viens de te dire que j'ai fait de la résistance sur la saga des Outlander. Et t'es en train de me dire, mais pourquoi tu les as pas pris? Voilà. Donc non, enfin franchement, je lui racontais, on roulait, on partait, et j'ai failli lui dire, bah vas-y, fais demi-tour, en fait, je vais aller les chercher. Et je me suis dit non. Reste campé sur ton effort du jour, c'est bien parce que des efforts comme ça concernant la littérature, il y en a quand même peu. Donc concentre-toi là-dessus et voilà, et tu seras fière de toi. Et je suis fière de moi, mais du coup, j'aurais bien aimé qu'ils me sortent pas cette petite remarque parce que quand même maintenant je me dis, oh, moi j'aurais dû les prendre. Bref, anecdote passée. J'ai du coup trouvé l'un des romans parus aux éditions Faubourg Marigny. J'avais lu chez eux notamment un roman que j'avais adoré qui s'appelait La vie qu'on m'a choisie, je crois que c'est ça. Et là, il s'agit de Sous le ciel de Maralinga de Judy Nunn. Voilà, donc 1 € le livre, ça valait vraiment le coup. Une base anglaise au milieu de nulle part, des tests sur les armes atomiques, une armée de jeunes menée par un homme ambitieux, un cocktail désastreux. Nous sommes à Maralinga au printemps 56, terre des aborigènes, depuis 40 000 ans, mais plus pour très longtemps. Elizabeth Hoffman, une jeune journaliste anglaise, s'intéresse tout particulièrement à ce programme tenu confidentiel et pour cause. Son fiancé, le lieutenant anglais Daniel Gardiner, vient d'accepter un poste d'1 an dans le sud de l'Australie, en échange d'une promotion rapide. Mais dans ce territoire isolé et violent, infecté par la folie et l'excitation provoquée par les essais nucléaires, qui paraissent une grande avancée à l'époque, les tensions sont fortes et le drame n'est pas loin. Une histoire inoubliable en temps de guerre froide, au fond du désert australien, là où le futur d'une nation est en train de se jouer au détriment de son peuple. Alors, d'emblée, ce ne sont pas du tout des thématiques qui m'attirent. Clairement, la guerre froide, l'Australie, le peuple aborigène, c'est pas forcément le combo gagnant, c'est pas forcément le combo vers lequel je vais aller, sauf que je fais confiance aux éditions Faubourg Marigny qui franchement depuis le début de sa création, ça va faire 2 ans je dirais maintenant, publie vraiment de jolies pépites. Donc je me suis dit, allez vas-y. Par contre la police d'écriture, vous n'avez pas à vous rendre compte, mais c'est quand même écrit plutôt petit. Mais bon, si l'histoire... Waouh, ouais. Alors c'est moi qui vieillis ou... C'est quand même écrit petit, hein. C'est quand même écrit petit et ça fait combien? Ça fait combien 400 pages. Ah ouais, non, c'est pas si déconnant que ça. Bon, bref, je verrai, mais en tout cas, j'ajoute du coup ce livre à ma pile à lire. Et en revenant dimanche sur l'aire d'autoroute, nous nous sommes arrêtés sur du coup le chemin. Et sur une aire d'autoroute, il y avait une boîte à livres. Et du coup, je me suis dit, non, mais sur une aire d'autoroute, une boîte à livres, il ne doit pas y avoir vraiment grand-chose. Et j'ai dégoté un petit livre de poche. La couverture me plaisait bien et le résumé aussi. J'ai pris La fille du chasse-neige de Fabrice Capizzano. Donc, je ne connais pas du tout ni l'auteur, ni le titre. Dites-moi si vous connaissez. Tom Ciancio, on va prononcer ça comme ça, auteur-compositeur talentueux à la sensibilité exacerbée, est revenu vivre quelque temps dans la maison familiale de Perrache à la campagne. C'est là qu'il va tomber éperdument amoureuse d'une mystérieuse fille aperçue dans un chasse-neige. Autour de lui évolue une famille à la fois violente et attachante, mêlant reproches et affection, empathie et conflit, sans oublier les incursions de son manager, personnage haut en couleur et gouailleur. Comme un chœur de tragédie grecque sur une musique rock, Tom puise son inspiration dans chacun de ses éléments. Avec son écriture mélodieuse qui se joue des mots, Fabrice Capizzano nous emporte dans une chronique familiale lucide, souvent teintée d'amusement, et dans une histoire d'amour poétique et passionnel. Un livre intense, virevoltant et bouleversant. Voilà, donc l'histoire me tentait bien, l'histoire de ce musicien plutôt rock qui tombe amoureuse d'une fille dans un chasse-neige. Je sais pas, je sentais que je sentais l'originalité derrière ce résumé. Du coup, je me suis laissée tenter. Et du coup, j'ai commencé sur la route
le livre de Sophie Céliez, Un diamant dans une boîte à chaussures, édité chez Glyph. J'avais envie, après 3, qui fut quand même une lecture plutôt riche, plutôt prenante émotionnellement parlant, j'avais envie de quelque chose d'un peu plus léger, d'un peu plus estival, et du coup j'ai jeté mon dévolu sur ce livre. J'en suis là à peu près à la moitié, page 133, et il fait 246 pages. Nous suivons donc Lucie qui vient de se faire larguer. Elle est blogueuse, influenceuse, elle est fan de belles chaussures, elle a les cheveux roses, tout va bien dans sa vie sauf dans sa vie amoureuse. Et en fait, pour un petit peu combler le vide laissé par sa peine de cœur, elle va décider de s'occuper de l'avenir sentimental de sa maman Catherine, qui est veuve depuis quelques temps. Et en fait, Lucie a un peu l'impression que sa maman se laisse aller. Et du coup, pour ne pas on va dire s'atteler à sa propre vie amoureuse à elle, elle préfère du coup s'occuper de la vie amoureuse de sa maman. J'allais bailler, pardon. Je vais bailler ou je vais pas bailler? Non. Et du coup, voilà, elle va l'inscrire sur un site internet, elle va l'emmener à des concerts, elle va essayer un peu de dynamiser sa maman pour du coup qu'elle ne s'enferme pas. Voilà, c'est une femme qui est cinquantenaire, qui a 58 ans, donc a encore, on va dire, une jolie vie amoureuse devant elle possible. Et du coup, Lucie ne supporte pas que sa maman se laisse aller à ce point-là, sauf qu'en fait c'est un peu l'effet inverse qui se crée, c'est-à-dire que tout le monde se rend compte, ses potes et sa maman, que en fait, sous couvert de maman je vais t'aider à retrouver l'amour, je m'oublie complètement et je ne veux pas ouvrir les yeux sur ma propre situation. Donc voilà, c'est un livre qui passe, mais qui passe crème, hein, comme une fleur printanière. D'ailleurs, je la printanière, ouais. Je l'avais d'ailleurs mis dans le challenge du printemps d'Eline, mes livres de poche. Donc voilà, je pense que je vais le finir. Franchement, si je le finis pas cet après-midi ou ce soir, je le finirai demain matin. Voilà, c'est un cocktail de ce roman entre feel good et romance. Une trentenaire célibataire façon demi-sœur cachée de Bridget Jones, enfin voilà, qui est à la fois maladroite mais qui est aussi affectueuse, qui arrête pas de cumuler les bourdes, enfin bon bref, et qui ne voit absolument pas ce qui se présente à elle aussi, et qui passe à côté de très jolies choses. Donc voilà, Un diamant dans une boîte à chaussures de Sophie Céliez. Et après ça, Mystère et boule de gomme. Peut-être que je vous ferai un sondage sur Instagram, parce que clairement j'ai plein de livres à lire, comme vous avez pu le voir dans l'unboxing retour de vacances. Donc j'ai aussi quand même en priorité, j'ai les archipoches, les lectures pour le Grand Prix des lecteurs Pocket, et Charleston pour le prix des lectrices Charleston. Voilà, donc j'ai ça quand même en priorité, mais mine de rien, parmi tout ça, ça fait quand même une petite liste, et je ne sais pas vers quoi je vais me diriger. Mais bon, je vais bien trouver, je vais bien m'en sortir. Il vaut mieux avoir du choix que pas, et des envies que pas du tout. Voilà, écoutez, j'espère que ce vlog vous aura plu. Je vais du coup, dès que je termine la vidéo, terminer le montage pour pouvoir vous le publier tout à l'heure. Et puis on reprend le rythme normal de un vlog par semaine publié le dimanche soir. Et d'ici là, je vous souhaite une très belle semaine.